Bonsoir, nous sommes toujours le vendredi 23 août, août 2014. Je vais vous parler un petit peu, toujours un peu de ma carrière professionnelle qui a pris des facettes, des formes très diverses dans bien des domaines. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de, de mon profil de chercheur, en fait. Mais de chercheur, pas le chercheur théoricien que j'affectionne aussi, n'est-ce pas, que j'ai montré notamment pour Nostradamus, c'est-à-dire la capacité de reconstituer des états antérieurs, des documents antérieurs, des strates antérieures, etc. Ça, c'est très intéressant. Mais ça, si vous voulez, ça c'est personnel quelque part. Mais là, je voudrais vous parler plutôt de en ma qualité de directeur de la Bibliotheca Astrologica. Parce que ça pose des problèmes de conscience, ce statut, de rassembler des documents, de collectionner, de collationner des documents et de les mettre à la disposition des lecteurs. Parce que, dans certains cas, vous trouvez un peu en porte-à-faux. Ou plutôt eux, les lecteurs, se trouvent en porte-à-faux par rapport à vous. Et parce que vous avez pu, par exemple, en tant que chercheur, parce que moi je constitue ma bibliothèque, mais c'est aussi une bibliothèque de recherche que je mets à disposition d'autres chercheurs. Quand ce sont des choses que j'ai déjà publiées ou que j'ai déjà exploitées, c'est une chose. Mais dans une bibliothèque, il y a des tas de documents qui n'ont pas encore fait l'objet d'articles, mais qui sont en eux-mêmes des documents rares, des documents qu'on ne connaît pas, qu'on ne signale pas. Et que les lecteurs de la Bibliotheca Astrologica peuvent être amenés à connaître, parce qu'on les leur aura signalés. Alors, il est vrai que tout chercheur se pose le problème de conscience. Je vais dans une bibliothèque, par exemple, où je trouve un document extrêmement rare. Il est clair que la première chose que je devrais faire, c'est de signaler où j'ai trouvé ce document. C'est-à-dire, c'est par cette bibliothèque que j'ai pris connaissance de ce document. Mais on peut être plus ou moins incivil à ce niveau-là. On peut par exemple signaler qu'il y a d'autres bibliothèques où ce document existe aussi. Sauf que, dans un premier temps, c'est bien à cette bibliothèque-là et pas à une autre qu'on a eu connaissance du document. Mais oui, donc il y a des tentations comme ça de ne pas respecter exactement ce qu'on devrait faire. Donc, moralement, si quelqu'un, un bibliothécaire ou dans une bibliothèque, vous trouvez un document, vous devez impérativement signaler que ce document vous a été soumis, présenté par cette bibliothèque. En tout cas, qu'il s'y trouvait, que vous en avez profité. Alors, ça c'est un premier point que je voulais développer. J'ai quelques exemples comme ça qui me viennent à l'esprit, malheureusement, de certains documents que j'ai signalés à certaines personnes ou dont elles ont pris connaissance dans les collections de la Bibliotheca Astrologica, qui sont à la fois des photocopies, des revues, des livres, des microfilms, des iconographies, etc., tout ce qu'on voudra. Des archives, des photos, des films. Par exemple, le Claude Dario, l'introduction au jugement des astres, je l'ai signalé à Denis Labouret,
dans les années 80, quand il était à Paris notamment, eh bien, ça a été publié chez Pardès, mais, il a failli ne pas paraître, mon article n'a failli ne pas paraître, mon nom a failli ne pas paraître dans le volume, et deux, quand Denis Labouré cite cet ouvrage, il ne signale pas ma postface, mais ma postface, c'est même pas l'essentiel. Le fait est que c'est moi qui ai signalé l'ouvrage. Pas postface ou pas postface. J'ai signalé l'ouvrage, et surtout j'ai signalé que c'était un ouvrage d'astrologie horaire, et non pas, comme son nom pouvait l'indiquer, un manuel d'astrologie comme celui d'Auger-Ferrier, par exemple, qui était à la même époque, c'est-à-dire dans les années 1550-1560. Un autre exemple, c'est le Eustache Le Noble, qui est un auteur qui a écrit en 1697, 1700 et quelques, etc., qui est signalé par Pierre Bell, et que personne n'avait signalé, y compris notamment Thorndike dans son History of, etc. Bon. Eh bien, il y a des certain de gens qui ont cité, comme Patrice Guinard, qui en a fait même un article, et qui a fait même un article où il y avait des tas de bouquins que j'avais recensés et qui concernaient le XVIIe siècle, avant que moi-même je ne publie mon travail en 1993 sur cette période-là, etc. Donc il y a des indélicatesses qui existent comme cela. Il y a le cas d'Ibn Ezra, par exemple. Alors le cas d'Ibn Ezra est intéressant. Alors là, c'est un cas vraiment remarquable même. Parce que Ibn Ezra, bon, c'est pas une... Bon, alors, dans le cas d'Ibn Ezra, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que, premièrement, beaucoup de gens ont cité mon travail sur Ibn Ezra, ont reproduit des chapitres entiers que j'avais traduits ou adaptés Ibn Ezra, sans donner mon nom, c'est-à-dire sans citer que j'en étais, sans même dire que j'en étais le traducteur. Je pense à Marie Delclos, je pense aussi à Denis Labouré, je crois aussi, enfin, des gens qui utilisent mes travaux sans me citer, même en tant que, même en citant simplement la référence qui est sur le livre, qui se sert. Le cas de Maurian de Villefranche aussi est intéressant. J'ai publié cet ouvrage en fin 75, je l'avais signalé à André Barbeau, et bien, peu avant que je publie cet ouvrage chez Retz, il en avait parlé dans Connaissance de l'astrologie. D'ailleurs, alors que sans citer, sans dire que c'était moi qui lui avais signalé, alors que c'était un ouvrage dont personne ne connaissait l'existence quasiment avant moi. Ce qui est à dire étonnant, quand on pense qu'il y a eu des Mauriniens depuis 1900, avec Henri Selva, avec Jean Hierro, etc., eh ben, il n'avait pas été foutu de trouver, alors qu'il y en a plusieurs éditions dans les bibliothèques parisiennes, notamment à l'Arsenal, notamment à la Bibliothèque nationale. Donc là aussi, les gens s'approprient un certain rythme. En réalité, le problème, c'est surtout que pour arriver à trouver des perles, c'est un peu comme un chasseur d'or, il faut parfois se passer des années entières à fouiller, à creuser, à recouper, et puis finalement on trouve quelque chose. Donc quelqu'un qui s'approprie ce quelque chose se laisse croire qu'il a travaillé autant que vous, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je reviens sur Ibn Ezra. Alors dans le cas d'Ibn Ezra, ça devient vraiment un cas d'école, puisque j'ai publié en 1977 les 2 volumes du diptyque d'Abraham Ibn Ezra, et en 2007, il y a un certain Shlomo Sella qui publie chez Brill à Leyde, aux Pays-Bas, le même ouvrage que j'ai publié d'Ibn Ezra. Bon. Il a le droit de republier le livre des fondements astrologiques d'Ibn Ezra. Mais dans sa biographie, il ne cite pas du tout mon travail. Non seulement le bouquin que j'ai publié chez Retz, qui fait exactement le même travail de traduction, que 5 ou 6 articles que j'ai publiés sur le sujet, que mon bouquin sur le monde juif et l'astrologie. Donc là, entre chercheurs, même entre chercheurs académiques, il y a aussi des comportements extrêmement cavaliers. Et je voudrais terminer cette espèce de pilori un peu, des gens qui ont un peu abusé
de la situation, sur une note plutôt prévisionnelle, si on peut dire. C'est-à-dire que j'ai découvert récemment, enfin non, j'ai découvert depuis un certain temps, mais j'ai insisté récemment sur l'importance de cela, qu'il y avait eu déjà dès 1845 des manuels d'astrologie qui proposaient l'utilisation des éphémérides. Bon. Et ça, c'était quand même 50 ans avant le manuel d'astrologie sphérique et judiciaire de Fomalhaut. Ça change quand même un peu les perspectives. Bah, je suis sûr que, bien que j'ai fait un article, mais etc., il y a des gens qui vont prendre ça comme argent comptant en disant, voilà, bon, en 1845, on a commencé à publier des ouvrages qui renouaient avec l'astronomie, qui renouaient avec les calculs, qui mettaient fin à, enfin pas qui mettaient fin, mais qui proposaient une autre alternative à celle d'était là en 1785, qui, tout en se servant des ouvrages du XVIIe siècle, ne concourt pas aux éphémérides. Voir mon édition chez Trédaniel en 93 sur était là et l'astrologie du livre de Thoth. Bon voilà, donc ça aussi c'est une découverte intéressante. Bon, mais il y a celle de 1785 est intéressante dans l'encyclopédie d'été là. Celle de 1845 est intéressante dans une autre encyclopédie qui s'appelle Le Grand Jeu de Société, Pratique secrète de Mlle Lenormand. Mais cela dit, je suis absolument certain qu'il y a des gens qui vont s'approprier ces découvertes sans citer mon travail, par exemple. Bon, je pense aussi à Hervé Trévillon, qui a fait sa thèse en 93 en se servant en 93, pardon, en 96, en se servant de mon travail qui est paru en 93 chez Trédaniel sur le sortilège de Ptolémée, par Bourdin. Et lui, il m'a expliqué, ah oui, bah, je ne vous ai pas beaucoup cité, je vous ai mis dans la biographie, mais dans le cours de mon travail, je ne l'ai pas fait, parce que je pensais que ce dont vous parliez dans votre travail, c'était déjà connu. Donc, ce n'était pas la peine de vous citer, puisque c'était déjà des choses connues. Voilà toutes sortes d'arguments, d'argusties qu'on entend à gauche et à droite. Et je crois que, évidemment, le cas le plus délicat, c'est évidemment, voilà, vous ne citez pas quelqu'un parce que vous ignoriez son travail. Vous ignoriez son travail, vous ignoriez l'importance de son travail. Vous avez fait cette découverte, je ne sais pas quoi, et puis vous ne saviez pas que 30 ans plus tôt, on en avait parlé, etc. Il y a des cas où bon, ça passe ou ça passe pas, ce genre d'argument. Parce que un chercheur doit toujours faire l'effort de vérifier, une fois qu'il a fait telle et telle découverte, de vérifier que personne n'en avait parlé avant. Alors, parfois, c'est un peu ambigu, parce que moi, parfois, il m'arrive de faire une recherche intéressante, et puis après, je cite quelqu'un qui ne m'a pas du tout inspiré, mais qui avait été dans cette direction, et les gens vont croire que je me suis inspiré de cette personne. Voyez-vous, c'est un domaine qui est un petit peu compliqué, le domaine de la recherche. Mais j'insiste bien sur ce point. La recherche est extrêmement prenante. Ça demande de prendre énormément de temps, de voyager énormément, de collationner énormément d'informations. Et c'est un travail un peu ingrat parce qu'on ne trouve pas tout le temps des choses nouvelles. Je vous rappelle quand même que j'ai publié le CATAF, le catalogue alphabétique des textes astrologiques français, qui est une mine d'informations, que beaucoup de gens pillent d'ailleurs, et que vous trouverez en ligne, le CATAF, catalogue alphabétique des textes astrologiques français. Voilà une mine de notes où on peut retrouver tout ce que j'ai fait comme recherche, avec les localisations bibliothèques, etc., etc. Donc pour les futurs chercheurs, allez sur Internet, cherchez le CATAF.